J'ai le plaisir d'ouvrir la table ronde en attente de recommandations de bonnes pratiques pour les troubles schizophréniques et les troubles bipolaires. Lorsque nous avons préparé le programme de ce colloque au printemps dernier, cette attente était un espoir, mais pas une réalité. Mais dans l'intervalle, la Haute Autorité de Santé a entendu la demande que nous lui avons fait parvenir il y a tout juste un an, et ces recommandations, comme vous l'avez entendu ce matin, vont voir le jour dans le futur programme Santé mentale et psychiatrie qui démarre en janvier. Et on nous a même dit que ces recommandations étaient prioritaires et qu'on se demandait pourquoi on n'en avait pas déjà fait. Alors, on remercie vraiment la Haute Autorité de Santé. Je sais que réaliser ces recommandations demande à la Haute Autorité de Santé beaucoup de travail et aussi de courage et de détermination. Elle peut compter sur notre aide et notre ténacité. Merci aussi à notre comité scientifique et à tous nos amis psychiatres qui nous ont accompagnés dans la rédaction de cette demande à la HAS. 3 d'entre eux sont autour de cette table. Le professeur Florence Thibault, qui est juste là, la présidente de notre comité scientifique, le professeur Nicolas Franck, qui est à l'autre bout de la table, et le professeur Michel Lorca, à côté du professeur Franck. Et puis nous ont rejoints aujourd'hui, et on les en remercie, le professeur Hélène Verdoux et le professeur Pierre Vidaillet. Quant à moi, Jocelyne Viato, je suis une des 2000 bénévoles de l'UNAFAM et depuis 6 ans, je pilote le groupe technique Santé-Soins UNAFAM et je co-préside avec la professeure Florence Thibault notre comité scientifique. Comme la majorité d'entre nous, adhérents UNAFAM, je suis ici car ma famille est impactée par des troubles psychiques. Lorsque j'ai découvert la psychiatrie en tant que famille, j'ai été frappée par le décalage de cette spécialité par rapport aux autres disciplines médicales. La cancérologie, par exemple, que je connaissais bien comme radiologue. Les troubles psychiques sévères ont une gravité du même ordre que celui du cancer. Leur coût direct pour le système de santé a dépassé celui de l'ensemble des cancers. La prise en charge actuelle des troubles psychiques sévères ressemble par de nombreux points à celle du cancer dans la deuxième partie du XXe siècle. On a oublié aujourd'hui ce que c'était que le cancer à cette époque, une maladie dont on ne disait pas le nom, car effrayant et stigmatisant, et si on en mourait, on ne mourrait pas du cancer, on mourrait d'une maladie longue et douloureuse. Les traitements étaient aléatoires selon le praticien consulté, avec de grandes disparités de qualité, des pertes de chance, un coût important, direct et indirect par des décès et des handicaps évitables, une recherche sous-dotée, comme la psychiatrie aujourd'hui. Et puis, il y a eu les états généraux du cancer, des malades du cancer, des usagers donc, en 1998. Et tout a changé. Les plans cancer se sont succédés. Tout a été réorganisé, rendu conforme aux données de la science, évalué dans une perspective d'amélioration continue de la qualité des soins, tandis qu'était accéléré le développement de la recherche, le tout porté par l'Institut national du cancer. Les usagers qui veulent que ça change, c'est nous, aujourd'hui, ici, usagers de la psychiatrie. Il est temps que la psychiatrie sorte du cycle des rapports itératifs non suivis d'effets et fasse l'objet de véritables plans interministériels sous l'égide d'un institut national santé mentale et psychiatrie. L'Académie de médecine faisait déjà cette recommandation dans la conclusion de son rapport du 4 juin 2019, je cite « Aucune action ponctuelle ne pourrait satisfaire l'ambition imposée par la situation de la psychiatrie dans notre pays. Une mobilisation nationale s'impose, à l'instar de ce que fut le plan cancer, adossé à une méthode et une approche exhaustive. Pour mettre en œuvre ce plan et sensibiliser la société à la réalité des maladies mentales, il faut une structure visible et totalement dédiée, un institut national pour la santé mentale et la psychiatrie. Au sujet des rapports, voici une intervention au Congrès de l'encéphale en janvier 2018. Je cite « Ces dernières années, pléthore de rapports, tous de grande qualité, j'en conviens, ont été rendus publics sur la psychiatrie et la santé mentale. Pour autant, ces rapports, aussi intéressants soient-ils, n'ont donné lieu qu'à peu d'actions concrètes. Tant et si bien que l'Assemblée nationale préconisait même dans la proposition 30 bis de son rapport de 2013 de diminuer le nombre de rapports et de donner la priorité à la mise en œuvre des recommandations.
Depuis 2013, continuez l'oratrice, et on est en 2018, je vous rappelle, 5 nouveaux rapports sont sortis, alors même que leurs constats s'accordent sur les problèmes actuels et sur les moyens d'y faire face. Qui a dit ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Oui? Non, c'était notre ministre de la Santé de l'époque, le professeur Agnès Buzyn. Depuis, nous avons eu 7 ministres et toujours pléthore de rapports, et même l'an dernier, un rapport de rapport centré sur les discordances entre rapports. Ce qui n'a pas empêché que sortent cette année de nouveau. Bravo, il y en a quelques-uns qui suivent, merci. Lorsque j'ai pris ma retraite de médecin, je suis venue servir à l'UNAFAM avec l'espoir d'aider cette transformation, d'aider à l'amélioration de la qualité des soins. Pour améliorer la qualité, il faut déjà savoir où on en est, c'est-à-dire évaluer. Et pour évaluer, il faut savoir quoi mesurer. C'est le rôle des IQSS, indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Pour mettre au point des indicateurs, il faut des recommandations de bonne pratique. Ce passage par l'élaboration de recommandations de bonne pratique est donc nécessaire pour, in fine, améliorer la qualité. En 2024, ont été publiés sur le site de la HAS les résultats de la première campagne obligatoire de mesure des indicateurs de psychiatrie au niveau des CMP, qui sont, comme vous savez, les unités de base du soin psychiatrique dans notre pays, en ambulatoire. Actuellement, en psychiatrie, les seuls indicateurs disponibles portent sur les soins somatiques, les addictions et le lien médecine de ville-hôpital. Alors voici ce que nous dit la Haute Autorité de Santé. L'amélioration est attendue par la mobilisation des professionnels autour des résultats détaillés, d'autres leviers comme la certification, la diffusion publique des résultats via Caliscope et l'incitation financière à l'amélioration de la qualité pour certains indicateurs. Alors voici, par exemple, le résultat national des indicateurs de vigilance sur l'état cardiovasculaire et métabolique chez les patients adultes en CMP, à partir donc de la recommandation de bonne pratique dont nous a parlé le docteur Jea Saravan ce matin. Le score moyen est insuffisant à 16%, 100 étant la note, le score maximal, vous voyez qu'on est à 16, et aucun établissement n'a atteint un niveau satisfaisant qui est de 80%. Et on comprend pourquoi, malgré la recommandation de 2015, la perte d'espérance de vie de 15 à 20 ans de nos proches ne s'améliore pas. On note aussi, ils n'ont pas le maître du docteur Saravan, c'est le problème. On note aussi la grande variabilité interétablissement avec un score qui va de 0 à 66. Cette hétérogénéité des soins que nous constatons, la voici ainsi chiffrée par cet indicateur. Cet indicateur, mesuré en 2023, ça c'est un texte de la Haute Autorité de Santé que vous avez sous les yeux, cet indicateur mesuré en 2023 pour la première fois de manière obligatoire demande du temps d'appropriation aux établissements afin de structurer leur dossier et améliorer la prise en charge somatique. Et la conclusion, les résultats montrent des marges d'amélioration, effectivement, importantes, et une grande variabilité inter-établissements. Ces résultats doivent permettre aux professionnels de se situer pour améliorer leur pratique. Un progrès... il manque une diapo. Est-ce que je suis... Ouais. C'est ton diaporama. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je voulais revenir là. Un progrès nous attend dans les prochaines années. Les 2 pathologies psychiques les plus graves, troubles schizophréniques et troubles bipolaires, ne bénéficient pas aujourd'hui de recommandations de bonnes pratiques en France, contrairement à la plupart de nos voisins. Par exemple, pour les troubles schizophréniques, au Royaume-Uni, le NICE propose Guidelines Schizophrenia de 685 pages quand même, ou en Allemagne, Leitline schizophrénie de 359 pages. Nous, en tout, pour la schizophrénie, sur le site de l'AES, on doit avoir une trentaine de pages. La Haute Autorité de Santé va donc y remédier dans son prochain plan quinquennal santé mentale et psychiatrie, et même, nous a-t-elle dit, de façon prioritaire, et c'est une super nouvelle que nous avons eue ensemble ce matin.
Nous demandons que ces recommandations de bonnes pratiques soient globales, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, partant du stade initial avec l'émergence des premiers symptômes, pour dérouler le parcours de soins et de vie de la personne dans une dynamique de rétablissement et de reprise du pouvoir d'agir. Et dans le respect des droits, suivre simplement les recommandations internationales avec une dynamique de changement comme celle du programme Quality Rise de l'OMS, la qualité et les droits. Alors on peut penser, oui, c'est bien joli ces demandes d'usagers, mais comment un secteur exsangue comme la psychiatrie, aujourd'hui, va pouvoir suivre ces recommandations ? La crise, et celle de la psychiatrie, est particulièrement importante. C'est aussi un levier de changement, nous le savons bien. Ce changement, ce peut être une réorganisation globale. Des organisations totalement repensées vont permettre d'intégrer ces recommandations. Au moins 2 de nos invités de l'après-midi ont fait cette réorganisation complète de leur pôle, le professeur Nicolas Franck et le docteur Carole Di Maggio. Et c'est le docteur Di Maggio qui va nous en parler. Ce sera la dernière intervention de la journée. Et les soignants qui fuient la psychiatrie publique reviennent vers ces secteurs réorganisés qui répondent aux attentes de tous, usagers et professionnels, et un cercle vertueux s'installe. Pour conclure, je voudrais dire que si j'étais aujourd'hui un jeune médecin, je choisirais psychiatrie, dans une réflexion à court et à moyen terme. À court terme, parce que cette transformation des pratiques et des organisations dans une dynamique de rétablissement est un chantier exaltant. À moyen terme, parce que la recherche avance très vite et que ce siècle va être celui de la compréhension du cerveau et de ses dysfonctionnements. Et de cette compréhension viendra la solution. Je vous remercie.